recherchent quelqu'un qui est capable de piloter un bateau de croisière, mais non pas une fusée. Aujourd'hui, du coup, toi, ton activité, c'est donc de faire ces rachats, mais tu as aussi un mastermind, donc un groupe de progression d'entrepreneurs qui veulent apprendre ta méthode. C'est quel genre de profil d'entrepreneurs qui rejoignent ce mastermind? Alors, c'est l'entrepreneur de TPE-PME Ok. qui est justement pris dans l'opérationnel, trop pris dans l'opérationnel. Le profil type, c'est la personne qui a une boîte qui fait entre 1 et 5 millions, il travaille 70 heures par semaine, il sait qu'il ne peut pas continuer comme ça à long terme, donc il veut faire deux choses. Il veut structurer et il veut continuer sa croissance. Pour lui, en fait, il ne se voit pas structurer et puis aller à la plage. Il veut pas sacrifier sa croissance, il veut continuer ça. Et en fait, avec cet accompagnement-là, on lui offre les deux. On lui offre la structuration avec toute la méthode pour embaucher un directeur général, mais aussi la méthode pour acheter des boîtes sans qu'il soit exposé financièrement. Donc c'est en deux temps. C'est d'abord se décharger de l'opérationnel, puis ensuite développer le groupe. Et est-ce que dans ce que tu proposes, c'est développer le groupe autour de l'entreprise principale ou c'est vraiment aller rien avoir et avoir un portefeuille, comme tu disais toi, dans le transport, le médical ou peu importe? Ça, c'est vraiment deux stratégies différentes qui appartiennent à chacun. Certains veulent créer un groupe logique et valorisable avec des boîtes dans le même secteur. Donc ça, j'appelle ça la stratégie buy and build. Donc on part de l'existant et on va grossir l'existant. Et la stratégie plutôt conglomérat où finalement l'entrepreneur peut être un peu peut-être usé de son secteur d'activité historique. Il veut s'épanouir plus et changer de secteur. Et là, il va faire des acquisitions opportunistes dans divers secteurs d'activité. D'accord. Quels seraient les domaines dans lesquels je devrais me former? Moi, je suis un builder dans le sens où commercial, j'aime le bordel, créer de la valeur et tout ça. Quelles seraient les compétences à apprendre? J'imagine lire un compte de résultats, ce genre de choses, mais ouais, à quoi devrait ressembler mon quotidien et les compétences, tu disais là que ça te prend 4 heures par semaine pour tout gérer, c'est quoi? C'est lire des tableaux Excel, mais moi, ça me paraît un peu dingue parce que une entreprise, c'est des hommes. S'il y en a un qui te vole dans la caisse, s'il y en a un qui parle mal aux clients, tout ça, en fait, j'ai du mal à me projeter sur comment ça peut tourner, rapporter de l'argent sans imploser, quoi. Ouais, c'est là où le recrutement du directeur général est la pierre angulaire de tout. C'est qu'il faut avoir quelqu'un, comme je te disais tout à l'heure, ou présent dans les effectifs, qui connaît déjà bien la boîte, qui sait la faire tourner déjà, qui connaît déjà peut-être les clients, qui connaît tous les salariés et qui est capable de reproduire une performance du cédant qui part. Et d'ailleurs, il va avoir 3 à 6 mois d'accompagnement de la part du cédant pour justement lui inculquer tous ces tableaux de bord, tous ces éléments financiers qu'il aura besoin pour piloter l'entreprise. Ok, Alors bien sûr, avec mon groupe, on va l'aider. On va lui mettre des tableaux de bord à disposition. On va faire un point par semaine. Il y aura le directeur financier qui va checker justement les comptes, la caisse, etc. pour voir s'il n'y a pas des vols. Tout ça se structure assez bien, mais tout est histoire aussi de méthode, bien sûr. Et en fait, il y a peut-être une vingtaine de points à respecter pour pas faire d'erreur et piloter efficacement à distance. ok. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment des compétences. En tout cas, moi, si je me mets à faire ça, j'imagine, c'est du process, c'est de la régularité en regardant à chaque fois les points, pas m'enflammer à chaque réunion à dire ah tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, le laisser vraiment gérer. Et est-ce que les personnes que tu mets, tu les associes ou ils sont juste salariés? Alors, ils sont juste salariés, mais il y a un plan de rémunération à long terme que j'appelle LTIP, donc Long Term Incentive Plan, que je mets en place pour justement éviter de donner de l'equity, des parts sociales de l'entreprise, puisque ça peut être assez problématique en cas d'exit derrière. Donc, on va le rémunérer comme un associé, mais sans avoir les parts sociales. C'est-à-dire que quoi, il a des primes sur les objectifs qu'il atteint en fin d'année? Sur les objectifs, il a des primes sur sa loyauté dans l'entreprise. Ça peut être déclenché tous les ans, alors tous les mois, tous les ans, tous les 3 ans, par exemple.
C'est basé sur différents indicateurs. Alors, il y a des indicateurs qui sont assez généraux, quelles que soient les entreprises. Ça va être le chiffre d'affaires, le BE, le cash dans l'entreprise, puisque le management du cash est ultra important. Mais pour des sociétés plus, par exemple, dans le bâtiment, ça va être la productivité des équipes. Dans l'agroalimentaire, ça va être la productivité de la chaîne de montage, par exemple. Voilà, ça peut être différents indicateurs selon les métiers. Au début, on disait que, en gros, quand tu es le patron de ta boîte, tu es dans l'opérationnel, tu bosses 70 heures. Du coup, tu passes, en gros, la patate chaude à un directeur qui, lui, va bosser aussi 70 heures. Comment ça se passe, le rapport, quand il te voit débarquer dans le rendez-vous? Maintenant, tu es, en gros le patron, le propriétaire. Est-ce que toi, tu te sens pas un peu mal en disant, bon, ben, il est en train de suer pour moi, en fait, d'une certaine manière. Et moi, je suis là à la cool. Alors, en tout cas, moi, en termes de, comment dire, en termes de mindset, je pense que ça, c'est encore un blocage que j'ai, où en gros, comment dire, je justifie mes rémunérations par l'effort que je donne et je me dis, bah, les équipes, elles me voient. Mais tu sais, on entend souvent un peu dans le, comment dire, le subconscient, l'inconscient collectif de, ah, le patron, il n'en fout pas une. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais m'embêter pour cette boîte-là? Est-ce que tu as ce genre de défi ou tu as eu ce genre de défi? Je l'ai eu au démarrage, ouais, parce que j'étais comme toi et je voulais aller chercher mon propre chiffre. Je voulais développer moi-même ma boîte. Mais finalement, après une à deux acquisitions, tu te rends compte que être un peu comment dire, ouais, on va dire, le proposer sans cesse des idées ou proposer d'aider le directeur général sur des points, c'est carrément en fait antiproductif. Parce qu'en fait, il va pas avoir une vision claire, il va partir sur différentes idées en même temps, et finalement, il va perdre son focus. Et c'est là où il y a manque de productivité. Alors que finalement, si tu es un peu trois pas en arrière en vision stratégique, tu fixes des objectifs mensuels, trimestriels et annuels, et t'en déroges pas parce que finalement, tu n'y penses pas. Voilà. Ok. Donc, en effet, ce sentiment-là, un peu d'imposteur, disparaît au bout de la première ou deuxième acquisition. Ouais. Ouais. Et après, c'est comme les grands groupes nationaux qui existent, hein. Par exemple, Saint-Gobain, ils ont différents sites partout en France avec des directeurs de sites. Et finalement, ce sont des salariés du groupe, hein, finalement. Ok. En ce moment, il y a un sujet qui me passionne et de tous les interviews que je fais là dans le podcast, ça m'interloque. C'est que je suis tombé sur ce TEDx qui dit en anglais Good leadership is boring. En gros, un bon leader est un peu ennuyant. Et il fait le parallèle entre les leaders un peu charismatiques qui enflamment les équipes, qui ont des 20 000 idées, et l'entrepreneur qui paye pas de mine ou le leader, quoi, tu le vois, limite, tu le vois même pas, mais qui fait le taf. Et j'ai l'impression que, enfin, tu vois, dans l'image qu'il donne dans ce TEDx, c'est assez passionnant. C'est comme si tu as une rivière à traverser, tu as les deux qui sont au bord, et le premier, tu lui dis, bon, ben, go, c'est ton tour, il plonge, il y a un torrent, il y a comment dire, un courant de fou. Et là, il se débat comme un dingue et tout. Il se fait emporter et tout ça. Et finalement, il arrive de l'autre côté. Tout le monde applaudit en se disant, waouh, quel guerrier, c'est un malade. Le deuxième, il plonge. Et lui, il a bien analysé. Il se laisse porter par le courant tranquillement. Il arrive de l'autre côté. Et tout le monde se dit, waouh, c'est facile. Il n'est pas si fort. Et je me demande si, dans le recrutement, justement, de personnes à la tête de boîtes, les DG que tu recherches, est-ce que c'est pas justement ce genre de profil? C'est des mecs apaisés, enfin, ils n'ont pas peur du quotidien, qui vont mettre en place les routines, piloter, contrôler. C'est exactement ça, tout à fait. Finalement, on recherche quelqu'un qui est capable de piloter un bateau de croisière, mais non pas une fusée. D'accord. On veut 5-10% de croissance par an, on veut une maîtrise du cash, on veut une maîtrise de l'EBE, on ne veut pas prendre trop de risques, c'est une sorte d'actif un peu patrimonial et non pas une société en hypercroissance. Et il faut que le groupe grossisse comme ça. Le groupe grossit avec les acquisitions extérieures, mais aussi avec une croissance maîtrisée des sociétés déjà acquises. Tout à fait. Ok. Donc c'est vraiment ouais, tranquille, on va dire. Et toi, tu te rémunères de quelle manière? Par, je crois que ce qu'on appelle des management fees, par les dividendes à la fin, ou d'autres manières?
Alors ouais, management fee et dividende, ça c'est les deux rémunérations classiques. Mais il y a aussi, et pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être leur plaire, une troisième sorte de rémunération qu'on peut prendre. Ça, c'est au moment où on fait l'acquisition d'une nouvelle société. Il y a un concept qui s'appelle le deal fee qu'on peut prendre le lendemain de l'acquisition. Souvent, les partenaires financiers qu'on utilise vont pouvoir surfinancer le prix de cession. Donc, par exemple, un prix de cession est à 1 million d'euros, souvent on peut financer 1,2 million. C'est pas rare. Ces 200 000 qui restent, on va pouvoir les prendre, alors toute ou une partie, pour pouvoir se rémunérer dès le jour numéro 2 de l'acquisition, pour se féliciter d'avoir fait une bonne affaire. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.